Salut à tous, la petite vidéo du jour, elle va être assez sympathique parce qu'on va parler de différents sujets. Le premier sujet, ça va être, on va parler un petit peu des numéros de série. Ensuite, on va discuter de comment rationaliser un petit peu sa collection, comment se faire un dressing sympathique tout en faisant très attention à son argent parce que c'est quand même ça qui est le facteur clé à mon sens. Et puis enfin, il y aura d'autres petits sujets comme peut-être les tailles des maillots parce qu'on en parle relativement assez souvent. Donc n'hésitez pas déjà à aller vous abonner à la chaîne si jamais ça vous plaît parce que c'est toujours cool d'avoir ce retour en termes de qualité de contenu, si jamais c'est bien ou si jamais c'est relativement pourri, il ne faut pas hésiter à le dire non plus dans les commentaires. Première chose, on va parler effectivement des tailles des numéros de série. Pourquoi? Parce que on sait que notre équipementier c'est Nike, enfin du côté du Paris Saint-Germain au moins, mais ça c'est quelque chose de façon qui est véridique pour toutes les équipes qui sont équipementées entre guillemets par quelqu'un comme Nike. Je sais que ça, chez Adidas ça marche aussi, mais chez Nike c'est peut-être un petit peu plus simple, un petit peu plus rationnel. Et parce qu'il y a souvent des moyens très très faciles d'aller identifier si jamais des maillots ils sont bons ou pas, juste avec un seul coup d'œil, et ça clairement ça vaut carrément le détour parce que ça va vous faire gagner énormément de temps. Donc la première chose c'est qu'on va aller prendre un exemple avec ce maillot en stock pro, donc c'est un maillot Neymar version Champions League, un maillot qui a été acheté dans une vente privée, que j'ai pas payé cher du tout, hein, qui m'a valu une trentaine d'euros, donc forcément très très content. Et forcément vous allez voir en fait à l'intérieur du maillot qu'il y a cette petite étiquette thermocollée qui est là avec la fameuse étiquette avec le numéro de suivi. Vous pouvez voir sur l'écran que l'étiquette s'affiche et on peut voir qu'il y a plusieurs lignes. Donc la première c'est SU 171104 NAG, très bien. La deuxième c'est M, c'est la taille. La troisième c'est le fameux numéro de série qui nous intéresse. Et la dernière c'est toute une suite de chiffres dont on va pas parler aujourd'hui parce que honnêtement j'ai pas l'explication par rapport à ça. Donc déjà la première ligne, le fameux SU 1711, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que SU, en fait, c'est la saison enfin, la saison de l'année pour laquelle le modèle de maillot est censé être lancé par Nike, tout simplement. Donc SU, c'est forcément Summer. Il existe 4 saisons comme ça. Honnêtement, c'est pas une information qui va nous être importante dans notre collection de maillots, mais bon, c'est toujours quelque chose qui est intéressant à savoir, comme un petit trick comme ça, si vous voulez impressionner quelqu'un un jour. Enfin, forcément, le deuxième truc, c'est la taille, donc M. Ça, c'est très important, mais il faut savoir que les personnes qui font des faux maillots, les faussaires, en fait, ça, c'est un des seuls trucs qu'ils font relativement bien sur cette fameuse étiquette de numéro de série, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'aller mettre la bonne taille sur la bonne étiquette. On voit un petit peu le maillot au passage, c'est un maillot qui est très cool, qui est en configuration Ligue des Champions avec le petit Fly Emirates, etc. Donc ça c'est très sympathique. Et enfin, on retourne sur cette petite étiquette et on va voir le fameux numéro qui nous intéresse. Donc, c'est un numéro qui est composé d'exactement 9 chiffres en tout, avec les 6 premiers chiffres qui sont dédiés donc au modèle de maillot, et enfin les 3 derniers qui sont liés au code couleur du maillot. Et ça c'est super important. Pourquoi? Parce que typiquement sur ce maillot-là, ce maillot jaune, le code couleur du maillot, donc c'est -721. C'est-à-dire que -7XX, donc 7 quelque chose, ça veut dire que la couleur du maillot, elle sera jaune. Pourquoi? Parce que ça fonctionne comme ça chez les maillots Nike, d'accord? On va faire juste un petit exemple de benchmark, on va les regarder sur un autre maillot, le fameux maillot des 50 ans de cette année, donc ça c'est aussi un stock pro, mais qui est en taille S, si je dis pas de bêtises. Et sur ce maillot-là, on peut voir... pareil, la petite étiquette thermocollée qui est ici, avec l'étiquette avec les numéros de série. Et on peut voir que, vous pouvez voir ça à l'écran, que là, le numéro de série en question, c'est CI 3054-412. Pourquoi -412? Parce que -4 quelque chose à la fin, ça veut dire que le maillot est forcément bleu, tout simplement. Si jamais le maillot est noir, on est censé être sur du -0 quelque chose. Et si le maillot est blanc, c'est -100 quelque chose, ok? Et ça, pourquoi c'est important? Parce que quand vous êtes sur Vinted ou sur d'autres sites et que vous allez voir les photos d'étiquettes de numéros de série, ou même s'ils ne sont pas affichés, vous pouvez les demander, et vous allez voir tout de suite si jamais le maillot est de la bonne couleur ou pas. Et en fait, il faut savoir que très souvent, les faussaires n'ont même pas le temps et n'ont pas l'énergie industrielle et l'énergie financière pour aller faire les bonnes étiquettes pour les bons maillots. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre les mêmes étiquettes pour beaucoup de maillots différents. On parle souvent du fameux numéro de série qui est très connu, qui se finit par -100, je crois que c'est 724 quelque chose, je me souviens plus exactement par cœur, mais ça c'est le fameux maillot qui correspond en tapant sur Google, on va aller taper le numéro de série et on va se rendre compte qu'on va tomber sur le maillot du Brésil, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi le même numéro qui est un peu similaire, qui ressemble, qui lie au maillot de la France. Pourquoi? Parce que les faussaires à ce moment-là, ils se sont dit bon bah on va prendre, on va reproduire une étiquette de numéro de série comme font les maillots Nike.
Mais par contre, on va pas s'emmerder à en faire un par type de maillot différent, sinon on va devenir complètement fou. Et ce qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils vont juste prendre une étiquette qui existe déjà, et ils vont aller l'imprimer x10, x100, x1000, x1 million. Donc forcément, là-dessus, on va pouvoir voir tout de suite, quand il y a un maillot qui est en ligne, on hésite, on sait pas trop, si jamais le maillot il est authentique ou s'il n'est pas authentique, parce que souvent, rien que le code couleur ne matche pas avec le type de maillot. Donc ça c'est la première info, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui le savaient déjà. Une autre chose qui est très intéressante aussi, c'est repartons sur ce maillot jaune, d'accord? Ce maillot jaune, on peut voir en fait que le code couleur est effectivement -721 sur celui-là, donc c'est assez particulier. C'est-à-dire que au moins c'est valide pour le Paris Saint-Germain en fonction de la configuration du maillot, si c'est un maillot championnat, si jamais c'est un maillot Champions League, si c'est un maillot qui est qui est en ligne de mire des préparations pour des coupes nationales, comme la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, on va avoir des déclinaisons différentes. C'est-à-dire que là, on est sur un -721. Pour cette saison-là, la 2017-2018, sur ce maillot third, 721, ça correspond à la Champions League. Ensuite, il y a forcément, il y a -719 qui correspond à un maillot qui est tout vide, si je dis pas de bêtises. Un maillot où il n'y a pas de sponsor. Donc c'est un maillot qui est destiné aux fameuses Coupes de France et Coupes de la Ligue. Et enfin, il y a le fameux -720, qui celui-ci correspond, il me semble, au championnat. C'est peut-être l'inverse, je me souviens plus, il faudra aller vérifier. Mais c'est-à-dire que sur un maillot -720, en sortant des usines Nike, le maillot, il a déjà le Fly Emirates qui a la bonne taille en fonction de la configuration. Donc en championnat, un poil plus gros, en Champions League, un poil plus petit, et Champions League, on est bien en -721. Donc c'est pareil, ça c'est des maillots qui ont été disponibles en stock pro dans des ventes privées. Donc c'est-à-dire que on a inondé le marché avec ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu trouver le bon maillot de Neymar en Ligue des Champions en version -721, comme je vous l'ai montré. Et donc ils ont fait quoi? Ils se sont retrouvés avec le maillot en version vide, donc le maillot je crois que c'est 719, encore une fois il faut regarder, ou 720, je sais plus. Et ils ont été acheter un sponsor Fly Emirates qu'ils ont été collés sur le maillot. Mais le truc qui est trop étrange, c'est que quand vous allez voir ce genre de maillot, ils vous disent maillot Stock Pro Champions League, vous allez voir qu'effectivement il y a le Fly Emirates à la bonne taille, et pas forcément plus à la bonne couleur, parce que celui-ci il est un peu bleu sombre, mais ça c'est encore un autre détail. Et vous verrez que l'étiquette en bas, elle correspond pas à un 721, mais à un 719. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maillot, il a été trafiqué, entre guillemets. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Donc effectivement, ça va nous permettre d'aller identifier pas mal de choses différentes, mais après ça peut aussi mener un petit peu à la confusion. C'est-à-dire que ce genre de petites techniques que je vous instruis là, le problème c'est que ce sont des constatations. Et en fait, il y a souvent des incohérences qu'on pourra trouver dans les maillots qu'on va retrouver sur le marché. Pour quelle raison? Parce que tout ça, c'est lié à de la gestion de stock de la part de Nike, de la part des boutiques, de la part des intendants, de la part de plein de personnes. Il y a plein de personnes qui gravitent dans toute la chaîne qui va nourrir le maillot au moment où il va arriver en fait dans le vestiaire des joueurs. Donc entre le moment où il sort de l'usine et au moment où il est acheminé vers l'utilisateur final, vous pouvez imaginer qu'il y a 1 milliard d'étapes, et ça fait que parfois, il y a des logiques qu'on pense qui sont logiques, en fait, qui sont tout simplement foutues en l'air. Je vais vous montrer un dernier détail, c'est, on reprend le maillot des 50 ans, donc 2020-2021, si on regarde bien l'étiquette, c'est un code couleur bleu, donc ça devrait être un -400 quelque chose. On va juste vérifier ça. Effectivement, c'est bien un -412, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et par contre, c'est 412. Et ce qui est assez étonnant, c'est que... étonnant, peut-être pas sur ce maillot-là, parce qu'il est en configuration vide. Vous pourrez voir qu'il n'y a pas de pré-préparation, il n'y a pas de QNB comme en championnat sur la manche. Donc, effectivement, théoriquement, c'est un maillot qui est destiné à la Champions League. Et... particularité de cette année, très tôt dans l'année, il y a eu des maillots en stock pro qui ont été vendus en boutique. Donc, on n'a jamais vu autant de maillots préparés ou portés par Neymar ou Mbappé sur les Vinted, sur les groupes Facebook ou sur eBay ou ce genre de choses. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ces maillots, ils sont entièrement similaires à ce qui est porté par les joueurs sur le terrain. Donc ça, c'est une première chose. Et enfin, la deuxième chose qui est assez importante, c'est que on peut voir que le -412, en théorie, cette année, ça correspond à de la Champions League. En boutique, pour l'instant, on a vu que du stock pro en -412, donc qui ne correspond en théorie qu'à des maillots de Champions League. Les maillots de personnes que je connais qui ont eu des véritables maillots portés par les joueurs en championnat, notamment, c'était du -411, d'accord? Donc, on pourrait se dire, -411, c'est systématiquement des maillots qui sont forcément du championnat et qui ne peuvent pas être des maillots de Champions League. Donc, si jamais je tombe sur un maillot théoriquement porté en championnat mais qui est en -412, en théorie, il n'est pas vrai.
Je suis d'accord avec ça pour le moment, et moi je suis entièrement d'accord. Effectivement, ça démontre qu'il y a un truc qui va pas sur un maillot théorique comme ça. Mais par contre, peut-être qu'un jour, on va se rendre compte que, en fin de saison, pour X raison, le Paris Saint-Germain a dû jouer avec des maillots qui seront peut-être en tiret 410, en 411 ou en 412 en championnat. Pour une raison qu'on comprend pas, tout simplement parce qu'il y a peut-être eu des manques ou ce genre de choses. Typiquement, il y a eu un match récemment, je crois que c'était contre le SCO d'Angers, en Coupe de France, où les Parisiens à domicile, ils ont joué avec un maillot blanc. Pourquoi ils ont joué avec un maillot blanc en coupe, alors qu'on était au parc, théoriquement? Ça devrait être en bleu, quoi, mais c'est certainement lié à un problème de stock, ça n'a pas dû être géré de la façon souhaitée par les intendants, où il y a peut-être eu des manquements, ou ce genre de choses, ça fait qu'on a fini à jouer le match en blanc à domicile, voilà. Donc ça, c'est un petit peu la petite parenthèse qui est liée à tout ce qui est numéro de série. Il y a plein de questions qui sont liées à tout ça, et je pense que le message numéro un, c'est que ça nous permet de nous conforter dans certaines opinions, mais malheureusement, ça peut aussi parfois porter à confusion. Donc, je pense que les numéros de série, c'est quelque chose qui est intéressant à creuser quand on parle de vraiment d'enlever les fakes de nos achats théoriques. Et pour le reste, à mon avis, il faut juste faire un petit peu attention et s'en servir quand il faut, mais pas tout le temps. Enfin, on va peut-être passer au chapitre d'après, qui est lié à tout ce qui est, voilà, comment rationaliser ses achats, comment se faire une collection sympathique, sans pour autant aller envoyer le PEL tous les jours, parce que on a vraiment tous envie de le faire, et c'est un peu le problème de la collection de maillots, c'est que ça coûte très cher, forcément, parce qu'on n'a pas tous les plans pour aller recevoir des maillots portés par les joueurs et ce genre de choses. Et donc ça, effectivement, et c'est quelque chose qu'il faut modérer énormément avec un degré de rigueur qui est exceptionnel, je pense. Pourquoi? Parce que, typiquement, si je prends mon cas particulier, moi j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai rapidement monté une collection sympathique, mais parce que j'ai réussi je pense, à essayer de faire attention au maximum à la façon dont j'injectais de l'argent sur certaines pièces. Combien je payais un certain maillot, combien je revendais un certain maillot, ce genre de choses. Il y a des choses qui sont véridiques. C'est l'achat et la revente de maillots, ça fait partie de la collection. C'est-à-dire que je connais pas beaucoup de gens qui ont une très belle collection et qui n'ont jamais revendu un maillot. Parce que, en termes d'espace, et je le dis souvent, et en termes d'argent, c'est impossible de tout collecter, c'est pas possible. C'est un coup à finir à poil, quoi. Enfin, effectivement, déjà, mon premier conseil, je pense que, et c'est très dur à faire parce qu'il faut vraiment garder une grosse rigueur et se réveiller tous les matins et faire ça, c'est un peu chiant. Mais à chaque fois que vous achetez un maillot, il faut que vous puissiez le noter. Que ce soit un maillot boutique, un maillot préparé, un maillot stock pro, un maillot... On s'en fout parce que toutes les collections sont respectables. Il n'y a pas que des collections de maillots portés qui sont respectables. Et je pense que pour n'importe quel type de collection, il faut allez faire l'effort d'aller mettre dans un fichier Excel ou ce que vous voulez ou sur papier. Vous allez noter tout simplement, si c'est possible, la date d'achat, mais ça va peut-être un peu plus chiant, quand est-ce que vous l'avez acheté, le type de maillot, la taille, si c'est un maillot porté préparé pour quel match théoriquement, et enfin surtout le prix d'achat. Ça c'est très important, c'est le prix d'achat. Et dès que vous allez faire une opération, vous allez acheter d'autres maillots, vous allez en revendre, vous allez retourner sur votre petit tableau, vous allez éditer, vous allez dire, bah là, typiquement, après 15 maillots, je me retrouve à une balance négative sur l'achat de tous ces maillots-là, de X par exemple. Et ce qui est important dans ce fameux tableau pour chaque maillot, c'est de dire, par exemple, ce maillot-là, on va dire, et c'est vraiment un exemple, hein, faut pas du tout prendre ça à la lettre, mais ce maillot que j'ai acheté, je crois que j'ai dû l'acheter 120 € ou 140 €, un stock pro en taille S, disons que je l'ai acheté en février, quelque chose comme ça, et bah je vais essayer souvent d'aller me projeter sur une valeur théorique de ce maillot le jour où je revendrai le maillot. C'est-à-dire que, enfin, c'est peut-être un peu compliqué, mais pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez acheter des maillots, il y a des jours où vous allez faire des grosses affaires. Vous allez tomber sur un maillot qui sera largement en dessous du prix, et il y a des jours où vous allez acheter des maillots qui seront beaucoup plus hauts, mais parce que vous kiffez tellement que vous allez vous dire, allez, je vais craquer un petit peu le capital et je vais le mettre. Et ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la ligne de divergence entre le bon prix théorique par rapport à ce que vaut ce maillot-là et ce que vous avez acheté, tout simplement pour savoir comment vous positionnez. Et parce que vous allez vous rendre compte qu'après 20 achats, si vous êtes tout le temps au-dessus du prix théorique du marché ou de l'estimation que vous en faites de ce maillot-là, eh ben, ça voudrait dire que votre collection, elle part quand même pas forcément sur une bonne note. Je pense que typiquement, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on peut gagner sur des gros coups, mais on peut aussi perdre de temps en temps sur des coups, et il n'y a pas de problème à ça. C'est impossible de sous-payer des maillots tout le temps, c'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut éviter, c'est forcément de surpayer des maillots tout le temps, et ça, c'est sûr qu'en ce moment, en plus avec le marché qui explose un petit peu, il faut essayer de faire attention. Voilà, donc, et enfin, peut-être que si je devais donner un dernier petit conseil basé sur ma très courte expérience et très modeste, c'est que, effectivement,
il faut savoir se positionner d'entrée en termes de qu'est-ce qu'on attend dans cette collection, dans sa propre collection, parce que je vous le dis tout le temps, les envies elles évoluent tout le temps, de tous les 3 mois vous allez changer un petit peu d'avis, mais le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir d'entrée acheter que des maillots portés à 300, 400, 500, 1000, 2000 euros, c'est impossible, c'est à part les personnes qui sont milliardaires, ça c'est clair que, mais pour des personnes qui ont des revenus normaux, entre guillemets, c'est très compliqué, donc effectivement, aujourd'hui, au tout début, mettons que vous commencez depuis le début il n'y a pas de si longtemps que ça votre collection, et vous vous dites, bah, j'ai envie de me mettre dedans, j'ai envie d'avoir des gros maillots, et on va aller sur internet en se disant, mais je vais acheter le maillot que je n'ai pas. Ça, pour moi, c'est une erreur typique, parce que déjà, vous vous dites que vous allez acheter un maillot que vous n'avez pas, donc ça veut dire que vous allez partir dans l'optique d'acheter tous les maillots de toutes les saisons, de tous les machins. Pour moi, ça, c'est un no-go. C'est vraiment, déjà, c'est la première erreur, et c'est le cas typique, au bout d'un an, vous allez regarder votre armoire, vous allez vous dire, waouh, j'ai envoyé un paquet de fric dedans, et ça veut plus rien dire. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une erreur. Je pense que d'entrée, il faut cibler, vous êtes plutôt boutique, plutôt maillot préparé porté, plutôt maillot porté, ce genre de choses, et là, vous allez pouvoir gérer un peu mieux votre budget. Et enfin, je pense que passer d'un silo, ce que j'appelle un silo, c'est un maillot boutique, un maillot préparé, maillot stock pro, machin, je pense qu'il faut faire très attention quand on passe d'un silo à l'autre. Pourquoi? Parce que un maillot porté, ça coûte forcément bien plus cher que des maillots boutiques. Et si vous commencez d'entrée avec 2 ou 3 maillots portés, mais qu'après vous n'avez plus l'assise financière pour aller faire d'autres mouvements, ça va être très compliqué. Alors que si vous commencez lentement mais sûrement avec déjà une bonne collection bien solide de maillots boutiques, avec des pièces relativement rares, avec des choses qui ont de la valeur, parce que le jour où vous allez vous devoir vous séparer de ces maillots-là pour aller réinvestir dans d'autres maillots qui seront beaucoup plus, enfin encore plus cool on va dire, eh ben vous aurez besoin de ce capital initial, et forcément si vous avez que 2 maillots en stock, mais que c'est que 2 maillots à 500 euros, ah bah ça va être compliqué. Alors que si vous avez une quinzaine de maillots et que la somme de ces 15 maillots est estimée entre 800 et 1000 euros, bah là vous aurez beaucoup plus de place pour faire 2-3 mouvements un peu plus sympathiques. J'en achète un, boum, j'en revends un et demi, ou j'en revends deux. Un et demi c'est pas possible, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que l'achat-revente fait partie de la rationalisation de la collection de maillots, parce que c'est très compliqué d'ouvrir un musée chez soi, on n'a pas la place et on n'a pas l'argent pour le faire. Et typiquement, de pouvoir aller scruter chacun de ces mouvements en termes d'achat et de revente, de les enregistrer et de pouvoir les re-regarder, les consulter quelques mois après pour aller voir comment ça évolue en termes de courbe, ça pour moi c'est vraiment clé, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire. Et enfin d'entrée, je discute souvent avec des amis comme ça, par message, avec Jean-Marc qui va se reconnaître par exemple, qui me dit, voilà Seb, moi c'est bon, j'arrête les maillots boutiques, je veux que du porté, etc. Machin, et puis il m'envoie des photos de maillots qui valent 800 ou 900 euros. Je lui dis Jean-Marc, je lui dis si tu veux, il n'y a pas de problème, mais moi je suis pas ton banquier, moi je sais pas ce qu'il y a dans ton armoire, mais d'entrée, est-ce que tu penses que c'est cohérent de partir sur aller staffer sa collection d'entrée alors que tu n'as qu'une dizaine de maillots, de partir sur des maillots à 800-900 euros? Moi, je sais pas. Est-ce que c'est parce que tu as peur de les voir partir? Est-ce que tu as peur de plus jamais les retrouver? Moi, je dirais non. Jean-Marc, commence par des achats qui sont au maximum à 20-30% de ce que l'ensemble de ta collection représente. Parce qu'il faut pouvoir être logique, tout simplement. Donc voilà. Donc, il y a plein d'exemples. Donc voilà. Je pense qu'il y a plein de petites choses comme ça auxquelles il faut réfléchir parce que, effectivement, il y a toujours eu un gros problème avec cette collection-là, c'est qu'il y a un côté addictif et je pense que nos pires ennemis, ce sont nous-mêmes en termes de rationalisation, parce que parfois on se lève le matin et qu'on veut absolument le truc et on va se rusher dessus, on se dira bah, je réfléchirai après à l'argent, mais non, je pense que l'argent ça se réfléchit avant même de voir à quoi ressemble le maillot théorique qu'on a envie d'acheter. Donc voilà, ça c'est encore un petit conseil du jour et j'espère que ça vous intéresse, j'espère au-delà du fait que ça vous intéresse ou pas, j'espère juste que vous allez assimiler ce truc-là parce que c'est quelque chose qui va vraiment vous aider, quoi. Je dis pas juste ça pour aller faire des vues sur YouTube ou Instagram. Non, c'est que véritablement, je pense que c'est très important pour la santé financière de tout le monde et aussi pour avoir une belle collection bien bâtie, vous voyez, avec quelques trous mais pas trop, qui couvrent divers aspects de la collection de maillots, qui soit le plus vaste possible mais le plus qualitatif possible aussi, et je pense que c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée et puis à bientôt.